du cadre scolaire. Donc, j'avais prévu 3 expériences qui me semblent les plus illustratives. Donc, dans la première expérience, nous avons utilisé une épreuve collective d'identification de mots en arabe vocalisé. Elle ressemble, elle était tirée à travers l'épreuve de Ramsey. Donc, elle ressemble beaucoup à l'épreuve de Ramsey en 1997. Dans cette épreuve, il y a une feuille de passation, donc c'est une épreuve de type papier-crayon. Elle est constituée d'une liste d'images représentant des objets. Et au-dessus de chaque image, il y a une étiquette avec un mot ou un pseudo-mot écrit. Donc la tâche de l'enfant consiste à barrer ce qui est faux. Alors, dans notre épreuve, nous avons présenté 3 types d'items, donc des orthographes correctes, des pseudo-synonymes, qui peuvent être considérés comme des distracteurs plutôt, donc, mais aussi des pseudo-mots, ce sont des mots dont la perturbation porte sur les consonnes, et des pseudo-mots vocalisés, c'est-à-dire des mots dont la perturbation porte uniquement sur les voyelles, c'est-à-dire sur le signe diacritique. Donc la population est composée de 390 élèves qui se repartissent également en 3 groupes. Donc des élèves en première année primaire, des élèves de deuxième année primaire et des élèves en 3e année de l'école primaire. Donc les résultats, donc nous avons commencé par calculer la note globale, c'est-à-dire l'addition des notes obtenues dans chaque type d'item. Donc nous voyons déjà qu'il y a une évolution dans la capacité d'identification des mots. Alors si on analyse item par item, on voit bien que il y a une évolution, un développement dans cette capacité, mais aussi et surtout que les items pseudo-mots vocalisés sont très peu réussis par l'ensemble des élèves. Sont beaucoup très peu réussis. Ceci permet de penser que l'identification des mots écrits en arabe semble s'appuyer essentiellement sur les traitements des lettres qui composent le squelette consonantique du mot. Et cela aussi nous permet de dire qu'il y a une forme de décomposition morphologique dans l'identification des mots écrits, dans lequel on décompose le mot écrit en racines consonantiques et morphèmes vocaliques. Donc dans l'expérience 2 aussi, c'est pareil, mais on a présenté la même épreuve, mais dans la forme d'écriture non vocalisée à des élèves en 2e année primaire, en 4e année primaire et en 6e année primaire. Le matériel, c'était le même, c'est-à-dire l'épreuve collective d'identification des mots. Alors, les résultats déjà, si on essaie d'analyser les notes globales, c'est pareil, on constate qu'il y a une évolution dans la capacité d'identification des mots écrits en arabe non vocalisés d'un niveau scolaire à l'autre. Alors, mais si on compare le niveau de réussite dans l'identification des pseudo-mots, on constate bien que les mots qui sont écrits, les pseudo-mots qui sont écrits de manière vocalisée sont beaucoup moins réussis que les pseudo-mots écrits dans une forme non vocalisée. Donc les mots non vocalisés sont beaucoup mieux réussis que les mots vocalisés. Déjà, les
les différences sont très significatives. Alors, cela démontre bien que, déjà, l'idée que la présence de signes vocaliques, des signes diacritiques, constitue un bruitage dans l'identification des mots. Ça peut gêner le processus d'identification des mots, et ceci déjà, il est en accord avec d'autres résultats obtenus sur l'hébreu, mais aussi surtout sur l'arabe par le chercheur déjà qui est le précurseur sur les études sur la lecture en arabe, Gilles Roman. Donc j'aurais souhaité qu'il soit parmi nous. Il a déjà fait ses recherches sur des lecteurs experts algérois. Donc il avait démontré à travers des tâches de décision lexicale que l'existence de signes vocaliques, ça constitue un bruitage dans l'identification des mots écrits. Donc les lecteurs, ils lisent mieux, ils identifient mieux l'écriture lorsque c'est présenté dans une écriture non vocalisée. Donc ça a été confirmé chez les lecteurs experts, même pour les petits-enfants, donc des lecteurs débutants, c'est pareil. La présence de signes diacritiques et de signes vocaliques, ça constitue un bruitage pour les petits-enfants, sachant que dans l'enseignement, dans les manuels scolaires, on insiste sur la présentation des signes vocaliques parce qu'on conçoit que ces signes peuvent aider l'enfant à apprendre à lire. Donc, par exemple, en Tunisie, c'est le cas. En Algérie, je crois que c'est le même cas, même au Maroc. Alors, dans l'expérience 3, donc la troisième expérience, nous avons donc une population constituée de 72 élèves, mais nous avons sélectionné, donc ils se repartissent en deux groupes contrastés, ça veut dire des bons et des faibles lecteurs, donc on a 24 élèves par niveau, avec deux groupes contrastés d'élèves, bons et faibles. Le matériel, ça va être une preuve individuelle d'identification des mots écrits en arabe vocalisé. L'enfant, donc ça se présente comme suit. Donc ce sont des cartes où il y a un dessin, une image et au-dessus de laquelle il y a une étiquette. L'enfant donc doit juger sur l'adéquation entre l'image et le mot. Si son jugement est exact, donc on lui demande de lire à haute voix ce qui est écrit. Donc dans cette épreuve, nous avons présenté donc, des pseudomots dont la perturbation porte sur les consonnes, des pseudomots dont la perturbation porte sur les voyelles, et des pseudomots dans lesquels la perturbation porte aussi bien sur les voyelles que sur les consonnes. Alors, ceci concernant la procédure, donc on leur montre les cartes, on leur demande de faire un jugement en les invitant à faire une lecture silencieuse. Ensuite, on leur demande, si leur jugement est exact, on leur demande de lire à haute voix ce qui est écrit. Alors, que démontrent les résultats? Que, en fait, déjà que les bons lecteurs sont meilleurs que les mauvais lecteurs à tous les niveaux, en première année, comme en deuxième année, comme en troisième année. Et aussi pour tous les types d'items. Ça veut dire que les bons lecteurs, ils sont meilleurs dans la lecture des pseudomots consonantiques, des pseudomots vocaliques et de ce qu'on a appelé les PMV, c'est-à-dire dans la perturbation porte sur les voyelles et les consonnes. Et en confirmation de ce qui a été dit dans l'expérience, dans la première et la deuxième expérience, les pseudomots
pseudo-mots vocalisés sont les moins réussis, honnêtement, beaucoup moins réussis lorsque la perturbation porte sur les voyelles. Ils sont beaucoup moins réussis que les items déjà PMCV dont la perturbation porte sur les voyelles et les consonnes. Alors, dans la lecture à voix haute, lorsqu'on leur demande de lire à voix haute ce qui est écrit, on constate que les élèves ne font pas d'erreur dans la lecture des consonnes. Donc, il n'y a pas de faute portant sur les consonnes. Il n'y a pas quasiment de faute portant sur les consonnes. Pareil, on constate déjà, sauf pour les PMCV, que presque 40% des élèves peuvent faire des fautes lors de la lecture de ces pseudo-mots. Ok. Donc en conclusion, je dirais que la lecture en arabe vocalisé, les lecteurs, qu'ils soient bons ou faibles, experts ou débutants, manifestent une sorte de négligence des signes vocaliques, comme j'avais précisé. Le modèle du double voix semble être en congruence avec ces résultats-là. Mais concernant les lecteurs débutants ou confirmés, on peut penser qu'ils mettent en œuvre également un processus de décomposition morphologique. Ils décodent principalement le squelette consonantique en utilisant la voix indirecte ou phonologique. Et ceci pour récupérer l'information vocale. On pourrait aussi, ces résultats démontrent aussi que les bons lecteurs, comme les faibles lecteurs, font appel à ce qu'on appelle les stratégies basées sur les analogies orthographiques dans la lecture. Donc, ils font appel à leur lexique mental pour retrouver le mot le plus proche, voisin, orthographiquement, au mot qu'il est devant eux. Donc, mais ils se basent dans tous les cas sur le squelette consonantique et non pas du tout sur les voyelles. Et que dans tous les cas, donc, on sait bien qu'il y a une différence dans le recours à ce type de stratégie analogique chez les lecteurs experts et chez le lecteur débutant, bien chez les bons et le faible lecteur. Donc, l'ensemble des données recueillies montre que dans la lecture en arabe, que la lecture en arabe est basée sur un processus général d'assemblage phonologique conforme au modèle de cycle proposé par Béat et Perfetti. Donc, durant le premier cycle, le décodage de la racine consonantique permet l'identification des mots familiers. La prononciation est obtenue par le recours aux analogies orthographiques. Un second cycle intervient lorsque la représentation orthographique adéquate n'est pas disponible dans le lexique mental, ce qui aboutit à l'exploitation des voyelles et l'identification des mots rares. Donc, le second cycle serait plus contrôlé et nécessite des ressources cognitives importantes. Il serait inaccessible aux faibles lecteurs. Donc, les faibles lecteurs font peu recours à ce second cycle pour identifier les voyelles. Et donc, si vous voulez, comme conclusion générale, peut-être sur le plan pratique au niveau de l'enseignement, peut-être aussi, il faut insister sur l'enseignement sur l'importance de la composition morphologique des mots et notamment sur les racines des mots. Et merci pour votre attention. Merci, M. Alma. On passe directement à
communication, présenté par Aurélie de l'Université de Bourgogne. On se penchera sur l'étude des liens qui existent entre la mémoire épisodique et sémantique et le lexique mental dans deux étapes d'encodage et récupération. Bien. Bonjour à tout le monde. Donc déjà un grand merci de m'avoir invité et pour l'accueil sur place. Donc en effet, je vais parler des liens entre la mémoire et la psycholinguistique. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout spécialisée en psycholinguistique, mais je suis une spécialiste par contre de la mémoire. Et le fait est qu'en rencontrant mon collègue bien-aimé, le professeur Bonin, on a vu immédiatement en fait le lien à faire entre la psycholinguistique et la mémoire. Et plus spécifiquement, je vous parlerai de l'impact des caractéristiques des mots sur leur mémorisation. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques des mots. On m'entend si je parle comme ça ou Non, avec le micro. Ouais. Bien. Donc, pour donner une petite définition minimaliste de la mémoire, en gros, ça consiste en l'encodage d'une information, c'est-à-dire la mise en mémoire de l'information, au stockage de cette information, c'est-à-dire au maintien de cette information durant un délai qui va être plus ou moins variable, c'est-à-dire allant de quelques millisecondes à plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines d'années, etc. Et ça consiste aussi en la restitution de cette information. Et on parle de processus amnésique en le qualifiant d'interaction entre justement l'encodage, le stockage et le maintien et la récupération de l'information en mémoire. Alors, quand on récupère une information en mémoire, imaginez, vous voyez une photo de ce type. Et vous vous dites, mais lui, je le connais. Là, vous pouvez récupérer en fait cette information sur la base de la familiarité. C'est-à-dire, vous vous dites, je connais cette personne, mais par contre, vous êtes absolument incapable de dire dans quel contexte vous l'avez vu, ni quelle occasion, etc. C'est-à-dire que vous récupérez l'information sans accéder au contexte d'origine. Du type, ça donne, je sais que je connais, mais je ne sais pas en dire plus. Ou vous pouvez récupérer l'information en fait sur la base de la remémoration. C'est-à-dire que là, en effet, vous voyez cette personne, vous vous dites, ah mais je la connais, et en plus vous dites, ah mais bien sûr, je l'ai vue en 2012, lors d'un colloque, etc. Là, vous vous remémorez. C'est-à-dire vous accédez à l'information et aux détails contextuels qui sont justement associés à cette information. C'est plus un souvenir, c'est je me souviens de cette information. Et qualitativement, c'est deux types de récupération qui sont complètement différentes. C'est-à-dire la récupération sur la base de je me souviens est qualitativement meilleure que je sais. Alors, le grand auteur, le grand chercheur sur la mémoire, c'est Tulving, qui est le premier justement à avoir associé la notion de conscience à la mémoire. Et il a distingué donc la conscience autonoétique, qui est le souvenir d'un événement passé en voyageant mentalement dans le temps afin de revivre cette information dans son contexte. Et finalement, cette conscience autonoétique reflèterait la mémoire épisodique. Et par ailleurs, il a mis en évidence aussi un deuxième état de conscience associé à la récupération d'une information, c'est la conscience noétique, qui est la conscience du savoir qui permet d'appréhender les connaissances générales sur notre environnement. Et ça reflèterait la mémoire sémantique. Pour prendre un exemple, vous marchez dans la rue et vous rencontrez une personne. Et là, vous vous dites, je connais cette personne. Mais vous êtes absolument incapable de dire où vous l'avez vue. C'est plus en fait de la mémoire sémantique. Et le cas de figure, vous vous promenez toujours dans la rue, vous rencontrez une personne, vous dites, ah je la connais, et vous êtes capable de vous dire, ah bon en effet, je l'ai vue pour le premier plan, ou en cours, ou des choses de ce type-là. Et ça reflète en fait la mémoire épisodique. Bien, et j'en viens plus au vif du sujet, il fallait bien mettre un petit peu en perspective les différents systèmes de mémoire. Quand on utilise la mémoire, on peut avoir différents protocoles d'apprentissage. Et un des protocoles, en tout cas que moi j'utilise dans mes recherches, c'est la méthode ebbinghausienne. C'est-à-dire qu'on
on va présenter une liste de mots. Donc, en règle générale, c'est des mots qui sont isolés. Et suite à la présentation de cette liste de mots, on va proposer différents tests de récupération. Alors, pourquoi travailler uniquement sur une liste de mots? Simplement, on peut contrôler le plus possible, en fait, deux facteurs. On travaille uniquement sur des mots. Au moment de l'encodage, on peut justement faire varier le niveau d'encodage en proposant aux participants d'effectuer un traitement sémantique, donc c'est-à-dire plutôt sur le sens du mot, et à l'inverse, plutôt un traitement structural, c'est-à-dire sur les aspects finalement plutôt perceptifs du mot. Ou, et c'est là où ça devient plus intéressant encore avec justement la psycholinguistique, c'est qu'on peut faire varier les caractéristiques des mots. C'est-à-dire présenter des mots qui, on le sait, ont une influence sur la mémoire. Alors, pour justement ce qui influence la mémoire, c'est le niveau de traitement. C'est-à-dire l'idée, c'est que plus on va effectuer un traitement profond, c'est-à-dire un traitement sur le sens du mot, mieux vont être les performances de mémoire. Notamment, si je présente le mot serpent, je peux demander aux participants de me dire si ce mot lui paraît plutôt plaisant ou plutôt déplaisant. Si ce mot pour lui est plutôt positif ou négatif. Ou au contraire, je peux lui demander en fait d'effectuer un traitement structural du type ce mot est-il écrit en majuscule ou en minuscule, ou est-ce que ce mot commence par une consonne ou une voyelle. Auquel cas, en fait, j'empêche le participant de faire un traitement sémantique sur le mot. Or, d'après l'une des grandes théories en fait, de la mémoire, la théorie des niveaux de traitement de Craig et Lockhart, ce qui apparaît, c'est que lorsque on voit un mot, on va, au moment de l'encodage, commencer par le traiter à un niveau superficiel. Puis, soit on s'arrête à ce type de traitement, auquel cas, en sortie, on a une trace en mémoire qui est plutôt fragile, c'est-à-dire un risque d'oubli finalement de l'information, ou soit on va continuer le traitement et accéder en fait à un traitement profond, effectuer donc un traitement sur le sens du mot, auquel cas, à la sortie, on a une trace en mémoire qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus durable. Ou encore, une autre possibilité, on poursuit en fait le traitement profond, auquel cas on a une trace en mémoire cette fois-ci qui est fortement durable. Donc, quelque part, si on veut faire en sorte d'augmenter les performances de mémoire, il faut le plus possible inviter le sujet, alors soit l'inviter par le biais d'une consigne, ou soit l'inviter par le biais du matériel qu'on lui propose à effectuer un traitement profond. Ça, je vais passer, je viens de le dire. Donc, je vais refaire le parallèle justement avec ce que disait le professeur Bonin tout à l'heure, c'est-à-dire de l'importance des normes pour notamment l'étude de la mémoire. En effet, ce qu'on observe au niveau de la mémoire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs en fait, qui vont influencer les performances de mémoire. Et notamment, un des facteurs, alors il y en a plusieurs, on va les présenter relativement rapidement, c'est la valeur d'imagerie. C'est-à-dire que plus un mot est imageable, et mieux on va s'en souvenir. Ce qu'on observe aussi, c'est que la concrétude a aussi un effet sur la mémoire. C'est-à-dire que plus un mot va être concret, relativement abstrait, et mieux il va être retenu. Donc ça, ce sont notamment toutes les études de Pavio-Escapo, etc., qui ont été faites dans les années 1960. Une autre variable qui semble justement avoir un fort impact sur les performances de mémoire, c'est la fréquence d'apparition de la langue. C'est-à-dire que plus un mot est fréquent, et mieux il va être mémorisé. De même, on a le nombre de lettres, ou encore le nombre de syllabes. Et enfin, et je vous dis, la liste n'est pas exhaustive, mais en règle générale, c'est quand on travaille sur la mémoire, on a connaissance de ce genre de facteurs qui ont un impact, c'est la balance émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a différentes études sur la mémoire qui ont montré finalement que les mots négatifs étaient bien mieux rappelés que les mots positifs ou les mots neutres. Donc quand on constitue nos listes de mots, il faut faire très attention justement à contrôler ces facteurs, auquel cas, sinon on aurait des performances de mémoire, on aurait un résultat avec des facteurs confondus. Donc quand on élabore des listes de mots en vue de faire une expérience sur la mémoire,
on va contrôler différents facteurs, et notamment, comme on vient de le voir, la fréquence d'apparition dans la langue, le nombre de lettres, le nombre de syllabes, la valeur d'imagerie et la concrétude. Alors ça, c'est ce que la plupart en fait des chercheurs sur la mémoire, et moi-même avant de rencontrer Patrick Bonin, le contrôlaient. Or, justement, l'association avec un psycholinguiste montre qu'il y a bien d'autres facteurs à contrôler. Et que si en effet on veut isoler l'effet potentiel d'un facteur, il faut contrôler le plus possible les autres. Et je vais prendre l'exemple justement d'une étude qu'on a menée avec Patrick Bonin sur la mémoire. Et je reviens justement sur cet effet d'animatie, donc l'effet animé en mémoire. L'une des premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les mots animés sont-ils mieux mémorisés que les mots inanimés? Donc l'idée, c'était de faire varier une caractéristique des mots, en l'occurrence le caractère animé versus inanimé des mots. Donc en termes de mots animés, par exemple, on avait lézard, puis en mots inanimés, violon. Et l'idée, c'était de contrôler le plus possible de variables, de facteurs, de caractéristiques, en fait, des mots qui pouvaient avoir une influence sur les performances de rappel. Alors, on en a contrôlé un certain nombre, comme on l'a vu précédemment. Donc, au total, il y a eu 12 contrôles pour les mots et 15 contrôles pour les images. Alors, autant vous dire que sans l'association avec un psycholinguiste, pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé, comme moi par exemple, en psycholinguistique, ça aurait été très compliqué. Donc, c'est vraiment très utile de travailler avec un psycholinguiste. Donc, a priori, on imagine que l'une des seules caractéristiques qui a varié, c'est a priori le caractère animé versus inanimé des mots. Donc au niveau de la procédure, c'est assez simple, les études sur la mémoire quelque part. On a une phase d'apprentissage, on laisse un délai temporel assez long pour que ça passe en mémoire à long terme, puis on propose une phase de récupération. Et qu'ont montré les résultats? Eh bien, on a montré que les mots animés, en effet, étaient bien mieux rappelés que les mots inanimés. Et exactement la même chose pour les images, c'est-à-dire que les images animées sont davantage rappelées comparativement aux images inanimées. Alors dans une troisième expérience, on a voulu en fait s'intéresser davantage à des choses un peu plus pointues au niveau de la mémoire. Et ce qu'on a voulu, alors je ne vais pas le détailler en fait, je pense que le temps imparti avance. Donc en fait ce qu'on a voulu voir c'est dans quelle mesure, je fais référence là au début de la communication, le caractère animé versus inanimé pouvait améliorer la qualité de la mémoire. Donc on a proposé un paradigme relativement classique sur la mémoire, c'est le paradigme de Memberno. L'idée c'est qu'on va vous présenter une liste de mots, puis lors d'une phase de reconnaissance, on vous demande si oui ou non le mot était présent. Et dans le cas où vous dites oui, là on vous demande de qualifier votre reconnaissance, c'est-à-dire oui, en effet, je me souviens que j'ai vu ce mot-là, et en plus, je suis capable de dire que je l'ai vu dans tel contexte. Et à l'inverse, oui, je reconnais ce mot, mais par contre, je suis absolument incapable de vous donner quelque chose qui est relatif à l'encodage. Eh bien, ce que a montré finalement cette expérience, parce qu'on ne voit pas bien, hein, mais croyez-moi sans parole, là, on a bien finalement un effet de l'animé sur la qualité